Bonjour et bienvenue à la Maison Bergès à Villars-Bonnot. Je suis Sophie Mouton, la conservatrice de ce musée qui était un des 11 musées du département de l'Isère. La Maison Bergès, comme vous pouvez le voir, c'est une demeure patronale, la maison d'une famille d'ingénieurs, d'industriels, les Bergès, réunis autour de la figure du père Aristide Bergès qui s'était installé dans la vallée du Grésivaudan au XIXe siècle pour exploiter les ressources du territoire et notamment la ressource en eau, l'énergie hydraulique, hydroélectrique, pour produire du papier, de la pâte à papier et donc un grand nombre de papier. Et à la Maison Bergès, on vous propose chaque année une exposition temporaire. Et cette année, je suis heureuse de vous emmener pour une visite guidée de notre nouvelle exposition consacrée à Gustave Eiffel, l'ingénieuse ingénieur. Nous voici maintenant dans l'exposition Gustave Eiffel, l'ingénieuse ingénieur, qui est une exposition qu'on propose cette année, en 2023, dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition de Gustave Eiffel, qui décède donc à Paris en 1923. Et cette exposition, on la propose nous à la Maison Bergès parce que Gustave Eiffel était, comme Aristide Bergès, un ingénieur centralien. Donc à travers le parcours de Gustave Eiffel, c'est finalement un portrait de tous ces ingénieurs centraliens du 19e siècle qu'on vous propose de découvrir autour de la figure emblématique de Gustave Eiffel. Donc l'exposition évidemment s'intéresse à cet ingénieur, à ses réalisations, aux constructions métalliques, vous allez le voir, que son entreprise va déployer à travers le monde, et puis aussi, puisque les établissements Eiffel ont construit partout dans le monde, eh bien, on vous présentera une de leurs réalisations qui a existé sur notre territoire, un pont Eiffel qui était autrefois sur l'Isère, au niveau de la Porte de France à Grenoble. Comme je vous l'ai expliqué, donc Gustave Eiffel est un ingénieur centralien. Il est diplômé d'une toute nouvelle école au XIXe siècle, qui est l'école centrale des arts et manufactures, qui est une école qui se trouvait autrefois donc à Paris, dans l'hôtel Salé, l'actuel musée Picasso. Et à la sortie de l'école centrale, les jeunes ingénieurs, Eiffel, mais aussi Bergès, quelques années avant lui, vont chercher du travail lorsqu'ils ne sont pas les grands héritiers de dynasties industrielles familiales. Et donc Eiffel va chercher du travail et il va être très vite employé par le premier employeur d'ingénieurs à l'époque, qui est le secteur ferroviaire. Les chemins de fer sont en plein développement en France et partout en Europe. Et donc Gustave Eiffel va comme ça travailler auprès de constructeurs métalliques qui vont mettre en place les premiers réseaux ferrés un peu partout en France. Et son premier grand chantier notable, il se trouve à Bordeaux, où il travaille pour la compagnie de chemin de fer d'Orléans, qui va commander donc la construction d'un pont sur la Garonne, un pont, vous voyez, pour relier les réseaux ferroviaires de l'Ouest, d'Orléans et du Midi, afin de déployer donc le chemin de fer sur tout le territoire. Et donc à Bordeaux, finalement, à la fin des années 1850, le jeune Eiffel n'est qu'un ingénieur parmi d'autres, et pourtant il se fait remarquer. Il se fait remarquer pour ses talents, notamment de coordination de ce chantier, qui est quand même un chantier très moderne, de grande ampleur, avec la construction, donc, comme vous le voyez, de ce pont métallique d'une très grande longueur, un pont qui a un format tout à fait caractéristique des ouvrages qu'Eiffel déploiera par la suite, un pont qui est donc en treillis métallique, et on le voit, qui a les pieds immergés dans l'eau du fleuve. Et la question des fondations de ces ponts et de ces ouvrages dans l'eau, des fondations dites pneumatiques, va beaucoup aussi l'occuper. Et vous avez également dans notre exposition cette maquette qui nous est prêtée par le Musée des Arts et Métiers à Paris, qui nous présente les recherches qui sont en cours, qui sont à l'œuvre au milieu des années 1850, afin d'améliorer ces fondations immergées dans l'eau, et fondations qui seront destinées à recevoir des ponts métalliques et des trains. Donc Gustave Eiffel, ici, avec cette première expérience du pont de Bordeaux, va travailler la question des fondations, travailler des architectures de métal, et on voit là qu'il y a finalement tous les ingrédients de la suite de son aventure, où après avoir travaillé pour beaucoup de compagnies privées donc de chemin de fer, il va se mettre à son propre compte et fonder ses propres ateliers de construction métallique à Levallois-Perret en 1866. Poursuivre ce portrait des ingénieux ingénieurs, des ingénieurs centraliens du milieu du 19e siècle. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que ce sont des ingénieurs qui vont être vraiment férus d'innovation technologique. On pourrait les surnommer des geeks aujourd'hui. Eiffel, comme Bergès, vont être des ingénieurs qui vont vraiment s'intéresser à toutes les nouvelles technologies de leur période. Et c'est ainsi que Gustave Eiffel se voit offrir à l'exposition universelle de 1889 à Paris un tout nouveau instrument par Thomas Edison. Il lui offre
offre un phonographe qui va lui permettre d'enregistrer sa voix. C'est une des premières machines en Europe pour enregistrer sa voix. Et dans l'exposition, vous pourrez entendre de ce fait l'un des plus anciens enregistrements d'une voix humaine qu'on conserve en France. C'est la voix de Gustave Eiffel qui s'enregistre avec ses amis un soir de 1891. Donc c'est quasiment de l'archéologie sonore, mais vous verrez, on discerne malgré tout assez bien leur voix et leurs enregistrements. Gustave Eiffel, c'est donc un ingénieur visionnaire qui va parfois proposer des projets d'avant-garde qui nous paraissent un peu futuristes, on va dire, aujourd'hui. Et c'est le cas, par exemple, de ce projet, de ce dessin d'un pont sous la Manche que conserve le musée d'Orsay à Paris. Donc ce pont sous la Manche, c'est un projet que Gustave Eiffel propose en 1890, alors que toute la période essaie de savoir comment relier l'Angleterre à la France, à l'Europe. Il y a des ingénieurs qui vont proposer des ponts sur l'eau, mais là, Gustave Eiffel va leur répondre que voilà, il n'est pas possible de construire un pont sur la Manche, la circulation des bateaux maritimes est trop importante. D'autres ingénieurs vont proposer de créer des tunnels sous la Manche, sous la terre et sous l'eau. Et là, Gustave Eiffel leur rétorque que techniquement, le forage, c'est peut-être pas sa spécialité, mais qu'en tout cas, en termes de géopolitique, l'idée de relier définitivement par un tunnel l'Angleterre à la France lui paraît un petit peu compliquée. Il faudrait pouvoir déconnecter l'Angleterre en cas de problème. Et donc, c'est pour ça que lui, il propose une solution intermédiaire, la solution que vous avez là sous les yeux, un pont sous l'eau, donc une sorte de grosse conduite forcée métallique qui reposerait sur le sol sous-marin jusqu'à 25 mètres de profondeur. Le métal ne pourrait pas résister plus bas, donc lorsque les fonds sont plus importants, vous voyez que Gustave Eiffel a dessiné des pylônes métalliques pour supporter ce pont tubulaire et qui serait en fait un pont composé de deux gros tubes afin de faire passer deux chemins de fer, deux locomotives pour relier l'Angleterre à la France sur quelques 40 km. Donc évidemment, ce projet ne verra pas le jour et il faudra attendre quasiment une centaine d'années pour que l'Angleterre soit réellement reliée à la France par le tunnel. Les établissements que Gustave Eiffel fonde en 1866 ne vont pas être les seuls constructeurs métalliques du XIXe siècle. Il va y avoir un grand nombre d'entreprises spécialisées dans ce domaine. Mais le génie d'Eiffel et de ses établissements, ça va être d'abord d'être de très bons communicants. Ils vont beaucoup faire parler de leur construction. Ils vont savoir l'expliquer, la présenter notamment au grand public. Et surtout aussi, ils vont innover techniquement dans la méthodologie de travail, dans la préparation des pièces en atelier, dans la standardisation, l'uniformisation, bref, la modernisation de la construction métallique. Et c'est ainsi que Gustave Eiffel et son établissement vont pouvoir déployer des ponts en treillis métalliques partout à travers le monde, des ponts qui sont assez simples de conception et qui sont donc, comme je l'expliquais, préparés en atelier de manière à être, dans un deuxième temps, assemblés sur le site. Donc, dans l'exposition, vous découvrirez en particulier le pont de Collonges au Mont d'Or, à côté de Lyon, qui était un pont construit par les établissements Eiffel pour le réseau ferroviaire Paris-Lyon-Méditerranée et qui est un pont qui est vraiment emblématique de cette standardisation et de cette facilité finalement de construction d'ouvrages métalliques préfabriqués et assemblés sur les chantiers avec la technique du rivetage à chaud qui est une technique d'assemblage que Gustave Eiffel préférera toujours aux autres et notamment au boulonnage. Donc le rivetage à chaud, vous en avez ici une illustration, consiste à assembler des éléments métalliques par des rivets que l'on vient chauffer de manière à ce que lorsque le métal refroidisse, il se dilate et les deux éléments métalliques sont définitivement joints et assemblés. Donc un poste de rivetage, vous voyez, ce sont 4 ouvriers qui travaillent. Donc on imagine la complexité malgré tout de ces chantiers. Et pour vous donner un ordre de grandeur, pour la Tour Eiffel, il a fallu positionner 2,5 millions de rivets pour assembler l'ouvrage de 300 mètres. À
à Grenoble aussi, on a connu un ouvrage des établissements Eiffel qui était un pont qui traversait autrefois la rivière, l'Isère, au niveau de la Porte de France. Et cet ouvrage, qui va être inauguré en 1893, est aujourd'hui disparu puisqu'on lui a préféré la voiture dans les années 50 et donc ce pont disparaît en 1957-1958. Dans l'exposition, vous découvrirez un certain nombre d'archives, de plaques de verre, de photographies, de cartes postales qui évoquent ce pont et également ce dauphin qui est l'un des vestiges peut-être les plus imposants de ce pont Eiffel à Grenoble. Le pont en fait était constitué de 3 arcs d'acier et était scandé, rythmé par 72 dauphins en fonte de fer. Il faut savoir qu'un dauphin pèse 410 kg à peu près, donc on voit un peu le poids de l'ensemble de l'ouvrage. Et ces dauphins avaient été choisis par les donneurs d'ordre, par la commande publique qui avait vraiment choisi cet animal évidemment comme emblème pour Grenoble, la capitale du Dauphiné. Au moment de la destruction du pont Eiffel à Grenoble, ces dauphins vont être ferraillés en partie et quelques-uns vont être récupérés par des particuliers ou des institutions et c'est comme ça que le musée dauphinois à Grenoble en conserve 3, dont un est présenté dans notre exposition. Avant de quitter l'exposition, vous pourrez jeter un œil à ce tableau qui est un bateau qui est une sorte de clin d'œil à notre territoire puisque ce bateau s'appelle l'Isère. Et en fait, il se trouve que c'est l'Isère qui, à la fin du 19e siècle, va transporter la Statue de la Liberté en kit, en 214 caissons. La Statue de la Liberté, vous savez, c'est ce cadeau que la France offre aux États-Unis. Et on le sait peu, la Statue de la Liberté doit beaucoup en fait aux établissements Eiffel qui vont imaginer en collaboration avec le sculpteur Auguste Bartholdi toute l'armature métallique intérieure à la statue et qui lui permet de tenir un peu contre vents et marées dans la rade de New York sur l'île d'Ellis Island. Donc cette construction et cette architecture intérieure de la Statue de la Liberté, elle est véritablement très innovante puisque les établissements Eiffel vont penser la statue comme une sorte de phare, comme un grand pylône métallique sur lequel on va venir assembler des plaques de cuivre qui, elles, formeront la silhouette bien connue de la Statue de la Liberté. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à l'Isère qui accompagnera symboliquement une grande œuvre des établissements Eiffel jusqu'à nos amis américains. Vous trouverez dans l'exposition Gustave Eiffel, l'ingénieuse ingénieur, un certain nombre de jeux pour les enfants, un dépliant qui vous sera aussi remis gratuitement à l'accueil du musée. Et puis si vous voulez remporter un peu de l'exposition chez vous, nous avons rédigé une publication en collaboration avec le Dauphiné Libéré, un magazine hors série, Gustave Eiffel et les ingénieuses ingénieurs, où vous retrouverez toutes ces histoires développées. Vous serez plongé en plein 19e siècle métallique et puis vous aurez aussi vous retrouverez tout un focus sur le pont Eiffel de Grenoble. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. On espère vous accueillir très bientôt à la Maison Bergès, qui est donc l'un des 11 musées du département de l'Isère, dont l'entrée est gratuite toute l'année, comme tous les musées du réseau. Vous pouvez retrouver toute notre programmation sur musée.isère.fr. À bientôt.